social. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi ça, parce que c'est scientifique, il apporte des résultats. C'est pas. On va arrêter les questions, je crois, ou à moins que quelqu'un d'autre. Je mets une dernière question et après, je laisserai les autres parler si vous voulez. Je vais laisser céder ma place. Le problème, c'est pas les formations, en fait, tout simplement. Un encadrement, une réglementation sur les formations. Pas pouvoir faire la formation qu'on veut, comme le souhaite, quand on a. Est-ce que c'est pas ça? Ou des formations sérieuses, mettons. Moi, je suis en soi. Que un psychanalyste travaille avec un psychiatre, avec un médecin, avec quelqu'un qui est dans la réglementation, en collaboration. Moi, en soi, ça me gêne pas. Que un coach il travaille en collaboration avec un vrai médecin, un vrai professionnel, ça ne me gêne pas. C'est la dérive, en fait, qui est sous-jacente, qui me gêne. Seulement. Qui peut amener vers l'emprise, qui peut... Parce que derrière tout ça, il y a, comment dire, une forme de conviction personnelle qui pense que moi, ma méthode est la meilleure et il n'y a que cette méthode qui pourra te sauver. Seulement. C'est peut-être ça la nuance à chaque fois. Je sais pas si. Bon, moi, je pense que les autorités ont un rôle important parce que quand je compare la Suisse à la France, par exemple, où ici les autorités ont décidé que les psychopraticiens n'ont pas de pignon sur eux, s'ils mettent une plaquette, 3 jours après, ils ont une invitation de retirer la plaquette. Et s'ils ne retirent pas, ben, là, c'est des mesures pénales qui sont engagées. Point. On ne discute pas. Hein. Et les psychologues ici, les médecins qui n'ont pas de postgrade sont des psychologues médecins, mais ils ne sont pas spécialistes. Ils ont le cahier des charges limité. Point barre. Hein? Si je veux poser diagnostic, si je veux faire des arrêts maladie, si je veux faire des rapports, si je veux travailler main dans la main avec un psychiatre, je dois faire un postgrade de 5 ans. Donc, accepter une étude qui est pas avec la médecine des plus longues. Mais à la fin, je sais ce que je fais. Hein? Et même les psychanalystes ici qui sont formés ce postgrade, ils ont un socle de base de médecins ou psychologues scientifiques. Donc, même si quelquefois on a du mal à dialoguer, ben, je peux faire appel à leur base. Hein? Mais si j'ai face à un psychanalyste qui était, je sais pas, aide-moi, comptable, je suis navré, hein, j'ai rien contre les comptables, mais ils n'ont pas été formés pour prendre soin de la santé mentale. On est complètement d'accord. Je te rejoins complètement, mais comment dire? Est-ce que des fois, on va dire, si on est plutôt sur du spirituel, dans le sens esprit, pas dans le sens mystique, avec la psychanalyse. Mais des fois, est-ce que c'est pas quelque chose on peut pas s'en servir pour amener vers une vraie thérapie? Si quand on a affaire à quelqu'un qui est sérieux, qui est professionnel, qui a une déontologie, etc. Est-ce qu'on peut pas, c'est une question que je pose tout naïvement, tout bêtement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de collaborer au lieu de lutter contre? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, en fait, à un moment donné, de trouver une solution ensemble? C'est possible, mais je pense que la réponse me dépasse. Je crois que ça, c'est vraiment, c'est faire société. Et ça, c'est avec les autorités. Quand je dis autorité, pas que Mm. autorité type Office fédéral de la santé pour la Suisse, mais aussi les associations, mais aussi les corps métiers des psychiatres et psychologues. Et en Suisse, ça marche plutôt bien. Tu vois, par exemple, quand Oui. je donne mes formations, la moitié, c'est des psychiatres qui viennent la faire. Et moi, je vais faire des formations chez les psychiatres. Ici en Suisse, je vais démarrer une formation de psychopharmacothérapie pour les psychologues. Moi, je vais le donner parce que j'ai étudié la psychopharmaco en fac et en Oui. postgrade, tu vois. Mais je suis pas médecin, donc je vais pas aborder la question de l'antibiotique. Mais je vais parler de la médication. Et le but, c'est pas former des psychologues qui vont prescrire. C'est former des psychologues qui pourront mieux comprendre une ordonnance d'un psychiatre. C'est ça, savoir lire. Ah, D'accord. attends, mais elle a 150 milligrammes de kétiapine. Mais elle est pas schizo, pas bipolaire. Ah, c'est 50 milligrammes, 150 grammes max, c'est parce qu'elle a un problème de sommeil. Voilà, c'est savoir voir le médicament et dire, ah, c'est pourquoi elle a été prescrite ces médicaments. Et ça, c'est important. Et moi, je peux former là-dessus. Mais voilà, c'est le résultat d'un encadrement institutionnel, d'une formation de bonne qualité et que vous,
vous bénéficiez. Enfin, vous, j'entends les Oui, Suisses. les gens. Bon, bah, si les trois, Russell, Grégory, Nicolas, vous souhaitez intervenir et poser également des questions, c'est avec grand plaisir. Ok, bonsoir. Bonsoir. Salut. Donc je vais revenir brièvement sur le groupe nominal pervers narcissique. Et donc donner une Qui n'est réponse... pas un pervers narcissique, à mon avis. et donner une réponse qui s'attarde plus sur la terminologie. Et pour le reste, évidemment, Marco est là, bien compétent pour nous informer. Le groupe nominal pervers narcissique est un pléonasme. Pourquoi ? Parce que le narcissique est par essence pervers. Pervertir signifiant détourner d'eux. Et le narcissique détourne d'eux envers lui, par essence. Donc le groupe nominal pervers narcissique n'a pas suffisamment de sens pour être employé par les personnes compétentes. Donc, ça n'existe pas. Je t'adore. D'accord. Donc, tu as fait la question et la réponse, Grégory. Il est génial. Si j'avais fait erreur, Marco... Oui, non, mais je plaisante, évidemment. Et Claudia, je te remercie, Grégory, parce que cet argument me manquait. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'ai rougi. Bien, bonsoir. Salut, Nicolas. Bonsoir, Nicolas. Bon, toujours aussi pertinent, Marco, hein, et je pense qu'il a tout dit sur la notion de la psychanalyse, etc. Je pense que, de toute façon, on en a parlé, hein, Marco, longuement, et puis on a échangé aussi, pas que sur la psychanalyse, sur les pratiques qui sont dites non conventionnelles, en quoi elles peuvent être pertinentes. Je pense qu'il y a aussi un intérêt aux pratiques non conventionnelles à partir du moment où elles sont encadrées, mais par exemple, ça m'arrive d'accueillir des personnes qui n'osent pas aller voir de psychologue. Donc, et qui ont peur parce que la notion de psy, c'est dire, oh là là, mais je suis taré ou quoi que ce soit. Et je pense que les pratiques non conventionnelles pourraient aussi encourager les personnes à prendre des rendez-vous. Et du coup, je pense que dans ce contexte précis où la France est quand même malade, hein, sur la santé mentale, on va pas se mentir, elle est très, elle a une balle dans le pied, quoi. Enfin, elle marche avec une béquille. Je pense que les pratiques non conventionnelles dans ce contexte peuvent être hyper intéressantes. Moi, ça m'arrive souvent, par exemple, il y a une personne en commentaire, si elle veut le dire, voilà, elle pourra le dire. Mais c'est une personne où j'avais quelques petites suspicions. Bah, on a cherché un psychologue ensemble, on a regardé les compétences de la personne en question. Bon, au final, la personne n'était peut-être pas si compétente que ça, mais on a recherché, etc. Et puis là, on va essayer de retrouver. Mais je pense que le praticien non conventionnel pourrait aussi amener cette démarche-là. Je pense que et Marco m'a beaucoup aidé là-dessus. Il parlait d'accompagnement de confort. Je pense que il y en a besoin aussi. Il y a besoin d'accompagnement de confort, mais pour ça, il faut le cadrer. Il faut que ça soit aussi basé sur un cadre scientifique. Et donc, pour cette raison-là, je pense que de toute façon, la psychanalyse, qu'elle soit, bon, vous connaissez mon discours, hein, mais la psychanalyse, que ce soit dans un accompagnement de confort, que ce soit dans un accompagnement palliatif, ou quoi que ce soit, elle n'a pas sa place, en fait. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Marco, là-dessus. Moi, je pense, non seulement je suis d'accord, mais je trouve qu'en psychiatrie, nous avons un nombre de patients en psychiatrie on peut rien faire. Et d'ailleurs, notez bien ça. La totalité du temps, quand la psychothérapie TCC au moins ne marche pas, le médicament fait pas mieux. Excepté évidemment dans les pathologies dont la médication est la première intention, TDAH, schizophrénie, bipolarité. Okay? Mais ailleurs, la psychothérapie scientifique, elle se défend très 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 bien vis-à-vis de la pharmaco, quand bien même il n'y a pas des défis à relever. C'est des moyens thérapeutiques qui sont censés utiliser ensemble pour le bien du patient. Mais c'est vrai qu'on a une partie des patients que il serait judicieux
voire efficient, que les psychologues et les psychiatres ne soient pas retenus sur ces patients et qu'on passe la main à des infirmiers, à des éducateurs pour travailler la question de l'acceptation de la pathologie, vivre avec la pathologie et le confort. Ça fait partie de la santé mentale. Et c'est dommage de bloquer les psychiatres et psychologues pour des patients qui ne peuvent plus évoluer. Auquel cas, les psychiatres et psychologues pourraient voir ces patients une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois pour voir si les statuts palliatifs changent. Si c'est pas le cas, ce serait plutôt à des infirmiers, des éducateurs de travailler avec. Et ça, c'est être efficient en santé mentale. Et on n'y est pas encore dans ce raisonnement. La question, c'est est-ce qu'on peut pas distinguer confort du bien-être, pardon, bien-être médical, etc. Plutôt faire la distinction entre tout ça. Peut-être que ça résoudrait les problèmes. Vraiment les mettre dans une case, pas dire que c'est bien ou pas dire que c'est pas bien, mais vraiment distinguer ça. C'est pour du confort, du bien-être, me sentir bien, ou donner l'impression que je me sente bien. Et tout, l'effet placebo est reconnu. Hein. Moi, je pense que le mot confort, il n'est pas un problème. C'est juste qu'il faut qu'on sache de quel confort nous parlons. Si c'est le confort du patient psychiatrique, n'est pas le même confort de la personne qui n'a pas de trouble psychiatrique. Et là, on est dans le développement personnel. Okay? Mais gardons le confort pour les deux. Tout simplement, ajoutons le terme. L'éducateur ou l'infirmier travaillerait pour le confort du patient psychiatrique. La personne souffrante, la personne diminuée qui a besoin d'une prise en charge psychiatrique. Hein? Et là, ce serait dommage de bloquer un psychologue, un psychiatre, alors qu'on ne peut pas changer le comportement. En revanche, on peut travailler son confort, vivre avec sa pathologie et pouvoir optimiser ses ressources. Et là, ce serait pour moi plus du boulot de l'éducateur, de l'infirmier que du psychologue, du psychiatre, qui pourrait être réservé aux patients qui sont en crise pour les stabiliser et qui peuvent modifier leur comportement. Donc en fait, on peut tous travailler ensemble, quoi, finalement. Ah, absolument. C'est un peu comme en oncologie. À un moment donné, quand l'oncologue ne peut plus rien faire, il passe au département de soins palliatifs. C'est une autre équipe qui va travailler. C'est une autre logique. Et pas tout le monde qui va en soins palliatifs aime. Pas du tout. Beaucoup vivent, mais c'est une autre logique. En psychiatrie, on n'est pas encore là-dessus. Oui, et puis au-delà de ça, il y a quand même aussi, je pense que l'accompagnement de confort pourrait très bien être avant l'accompagnement psychologique pour rediriger, comme j'expliquais, ou des fois, les personnes, d'où l'intérêt d'être un minimum formé dans tout ce qui va être justement, je vais pas tirer la couverture à moi, mais j'ai fait quand même pas mal de formations, notamment sur le TSA, notamment sur les personnes victimes de violences S, etc. Non pas pour accompagner ces personnes victimes de violences S, mais c'est pour avoir la capacité de déceler les potentielles réactions qui pourraient me dire attention, là du coup ça dépasse un cadre de confort et donc je peux rediriger vers un psychologue ou vers un psychiatre. Et à l'inverse, quand on estime que l'accompagnement, en tout cas psychologique, n'est pas nécessaire ou nécessite un accompagnement de confort, oui, en effet, moi je travaille avec des psychologues pareils, et puis indirectement, même si je travaille pas avec Marco directement, mais il m'a donné des documents, on parle régulièrement. Je pense que c'est pas impossible, mais c'est juste qu'il faut que les pratiques non conventionnelles acceptent de rester à leur place, et donc dans ces cas-là, ils ne doivent plus parler de traitement, ne doivent plus donner des pseudo-diagnostics en disant « je sens que vous avez un traumatisme là ». Voilà, tout ça, c'est à bannir. Et je pense que quand il y a ce contexte qui est fait, il n'y a aucune raison pour que les pratiques ne puissent pas travailler ensemble. Non seulement elles doivent travailler ensemble, mais c'est nécessaire. Je prends un exemple de vécu. Un patient qui arrive en ma consultation prime abord, et puis je découvre que dans la médication, il a des duloxétine. Or, il a du TOC. Le problème, c'est que la duloxétine n'est pas un antidépresseur prévu pour le TOC. Donc, j'envoie un mail à mon collègue psychiatre et dis, écoute, c'est un TOC sévère, est-ce que tu serais d'accord de changer pour la sertraline, paroxétine, un autre médicament indiqué pour le TOC qui couvrirait aussi ces aspects dépressifs, parce que la duloxétine, ça va pas être utile pour le TOC. Hein? D'autant plus qu'il faut que la médication soit très élevée. Il a bien compris et puis il a accepté ma remarque, il a changé la médication. Voilà comment on peut travailler ensemble sans toujours être froissé par son ego. Je crois que l'ego fait partie de la formation de la psychanalyse. Hein. Je crois que sincèrement, c'est une des branches, en tout cas dites psychologiques, même si pour moi ça devrait pas l'être, mais
En tout cas, c'est la pratique sur laquelle l'ego est le plus surdimensionné parce que on a eu le cas, par exemple, récemment, d'une personne où on a parlé du TSA et selon elle, le TSA, c'était pas ce qui était dit dans le DSM, par exemple, ou c'est pas ce qui est dit en sciences. C'est typique. Et à partir du moment où les gens respectent la démarche scientifique et qu'il y a un réel travail d'équipe, mais c'est pour avoir travaillé en milieu médico-social, c'est juste vital de travailler en équipe. C'est impossible d'avoir un ego en se disant que le médecin peut tout gérer, par exemple. C'est impossible. Alors, si je reviens là-dessus justement à Nicolas, alors pareil, il y a toujours les recherches que j'ai pu faire. J'ai envie de dire, c'est même un travail central sur la psychanalyse. Tu me retires hein, si je dis des bêtises, Marco, parce qu'on n'est pas expert, c'est par rapport à des lectures. C'est justement de supprimer l'ego. C'est carrément, c'est de ne plus avoir cet ego. C'est vraiment le but premier de la psychanalyse. Donc, du coup, c'est de vivre, je grossis, hein, attention, hein. Là, j'utilise des mots simples pour que tout le monde comprenne, qu'on vive un peu dans le monde de bisounours, donc, voilà, plus d'ego que d'amour et d'eau fraîche. Voilà. Si je grossis, hein, attention, je fais exprès, hein. Non, mais c'est très très bien remarqué et je tiens juste à préciser un truc très important. Le TSA, trouble du spectre autistique, que pour le TSA, n'est pas un sujet de psychothérapie. Il n'est pas un sujet en soi de psychiatrie non plus. Pourquoi? Parce que les personnes autistes, par l'autisme lui-même, ne souffrent pas, ils ont une différence. C'est nous qui leur faisons souffrir en ne leur faisant pas la place qu'ils ont droit. Okay? En revanche, ils sont pas à l'abri d'avoir des troubles psychiatriques qui peuvent faire objet d'intervention des psychiatres et des psychologues. Ça, c'est autre chose. Mais le TSA en soi, c'est plutôt un trouble qui devait être soigné par des éducateurs formés en la méthode ABA, parce qu'elle permet aux personnes touchées par le TSA de développer leurs compétences, gagner en autonomie et trouver leur place quasi par eux-mêmes. Et ça, quand on met dans les mains des psychanalystes, comme si c'était une maladie qui devait être traitée, désolé, ça m'horripile. Et d'où l'intérêt de travailler en équipe. Parce que là, moi, pour le coup, en ayant travaillé avec des enfants, je pense que Russell pourra aussi apporter sa nuance aussi. Mais justement, je pense que dans certains cas, notamment le TSA ou même le TDAH, même si le TDAH doit avoir quand même évidemment une médication et doit être accompagné de manière psychologique, etc. Mais je pense que, par exemple, ce sont deux bels exemples où on voit l'intérêt des deux. C'est-à-dire que il y en a un qui va être un soutien psychologique et l'autre qui va être un soutien environnemental, dans le sens où l'intérêt de l'éducateur, l'intérêt du travailleur social ou même l'intérêt d'une pratique non conventionnelle, je pense que ça peut être là-dedans. Mais pratique non conventionnelle d'une personne bien formée. Pour vous donner un exemple, j'ai été formé par EDI. Pour ceux qui connaissent en France, c'est quand même une grosse structure de l'autisme, etc. C'est des personnes qui sont assez calées là-dedans. Donc je sais que je peux accompagner des personnes qui sont TSA à améliorer la qualité de leur environnement. Pas faire un travail sur la psychologie. Non, pas un petit détail, Nicolas. Tu es un peu modeste. Nicolas est éducateur. Donc c'est un professionnel du domaine Je de la suis pas santé éducateur à sociale. proprement parler. Je suis animateur social. C'est pas tout à fait pareil, mais en tout cas, j'ai pris la place à un moment donné de l'éduc. Oui. Alors, je voulais juste revenir, si tu permets, si tu veux bien faire une précision concernant, parce que c'est encore très utilisé ce terme-là, Asperger. Et, tu confirmes qu'il a bien été retiré comme diagnostic et que officiellement, et que ce terme n'est plus du tout utilisé et qu'il ne doit plus l'être. Enfin, je voudrais que que tu l'expliques. Je vais te décevoir légèrement. Oh mince! Mais vraiment légèrement. En réalité, le terme, en effet, officiellement, il n'existe plus, il n'est plus utilisé. En Suisse, parce que je sais qu'en France, il y a une polémique avec l'origine du mot, mais en Suisse, on fait encore diagnostic. Dans mon cabinet, on fait des bilans, donc 3-4 fois par mois, on a des adultes TSA qui sont diagnostiqués avec niveau intellectuel normal, ok? Et on met entre parenthèses Asperger, mais dans un sens bien précis, et c'est pour des professionnels à professionnels, c'est-à-dire parce comment dire, c'est niveau intellectuel normal, ok? On le met encore, mais c'est vrai, il n'existe plus.
Si je peux me permettre, Marco, vous l'utilisez entre vous parce que bah, vous savez de quoi vous parlez et ce à quoi ça rapporte quand vous l'employez entre parenthèses. Exactement. Pour ce qui est de la France, effectivement, depuis 2011, sauf erreur de ma part, Alors, où il a été déclassifié 2019 et entré en application en 2022. ouais, le terme, le terme trouble du spectre de l'autisme, si je dis pas de bêtises, sa constitution a commencé vers 2011. C'est ça. Et, et donc, ceux qui étaient diagnostiqués syndrome d'Asperger étaient donc remis dans le spectre de l'autisme, là où ils ont, a priori, et jusqu'à preuve du contraire, et jusqu'à aujourd'hui, leur place. Il y avait autre chose qui a été énoncé dans le chat comme affirmation et qui est erronée. La prévalence de personnes spécialement douées au sein des TSA n'est pas significativement supérieure à la prévalence pour les neurotypiques, pour le dire ainsi. Il y a un mythe là-dessus, tu as tout à fait raison de relever ça. Merci. Il y a ce mythe que si la personne TSA, comment dire, elle est Asperger, c'est qu'elle est surdouée. Ça, il faut abandonner. Ça n'a aucun sens, ça. Hein. Et voilà. Ça, c'est très important de relever. Merci. Et surtout que... Ah pardon, vas-y, Mélanie. Pardon, parce qu'il y avait une question dans le chat, mais vas-y, c'était pour changer un peu, mais du coup, vas-y, puisque c'était la continuité, Nicolas. Ouais, c'est juste sur le TSA où souvent on confond deux choses. On confond au potentiel intellectuel, on confond l'idée qu'un enfant TSA soit un génie avec le fait d'avoir un attrait pour des choses particulières. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont TSA, pas tous, mais avec une passion qui est très forte. C'est-à-dire que moi, j'avais quelqu'un qui était passionné de construction, mais ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Et en l'occurrence, c'est pas le cas pour tout le monde. Alors, on parle plutôt de deux termes bien précis, non? Si on se trompe, parce que ça, je l'ai déjà entendu. Le TSA sans déficience intellectuelle et un TSA niveau 1 ou 2 de mémoire, non? Alors, non, on n'a pas, pour le moment, ce qui est dans le DSM-5, il n'y a pas de niveau. C'est pourquoi soit on met niveau normal, soit on met Asperger, ils savent. Et donc, voilà, c'est TSA. Parce que, si vous voulez, le problème de TSA, c'est surtout les patients. OK? C'est quand même, il faut porter ça. Et quand on est à TSA niveau normal, on a envie, les patients ont envie de quelque chose qui différencie le TSA avec déficience mentale. Déjà, porter le TSA n'est pas évident pour ces personnes, surtout quand le diagnostic est tardif, qu'il n'y a pas eu le temps de construction de point de vue de son identité. Donc, j'ai eu des personnes qui ont demandé, je suis Asperger, n'est-ce pas, docteur? Oui, voilà. Okay, je ne vais pas faire et juste pour revenir rapidement sur notre sujet du départ, de la psychanalyse, les surdoués. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a deux grandes écoles qui parlent sur la surdouance. Eh ben, curieusement, psychanalyste et scientifique. Okay? Et chez les psychanalystes, c'est incroyable cette psychopathologisation du normal. Pour eux, les surdoués sont fragiles, sont hyperactifs, donc hypersensibles. Alors maintenant, on parle que d'hypersensibilité, comme si en psychologie, en psychiatrie, on n'a jamais traité ça. On a même des outils psychométriques depuis la nuit des temps pour ça. Mais c'est une caractéristique, pas une personnalité. On peut avoir une hypersensibilité, mais c'est un symptôme, une caractéristique. Il n'existe pas de personnalité hypersensible dans ce sens-là. Il existe des borderline, mais ça c'est autre chose. Donc, et je finis là, pardon, c'est que les surdoués, en réalité, les études statistiques là-dessus sont claires. On s'en sort mieux quand on est surdoué, même quand on a une maladie mentale, ou un trouble mental, si vous me permettez. Du coup, ça me fait penser à une autre question, mais je vais d'abord poser la question du chat parce que je crois que ça fait un petit moment qu'il attend. Sa question, c'était, peut-on travailler sur un trauma sans en parler?
pour travailler sur des schémas engendrés par le trauma. Voilà, je dis, j'ai pris. Merci. Et au passage, beaucoup de gens m'ont dit coucou Marcos, génial. Je vais pas répondre parce que je suis tellement concentré à répondre, mais je pense très fort à vous. Merci. Alors, une chose très importante. Tout PTSD, stress post-traumatique, est un trauma. Mais pas tout trauma est un PTSD. C'est très important de faire la différence. En d'autres termes, on va avoir une nécessité psychiatrique, et quand je dis de nouveau la psychiatrie, psychologue et psychiatre, sans différence là-dessus du point de vue psychothérapeutique, on va avoir une nécessité psychiatrique pour le PTSD, pas nécessairement pour le traumatisme. Ok? Je dis pas nécessairement, parce que le problème c'est diagnostiquer correctement le PTSD. Okay? Donc du moment qu'on a un PTSD, il faut traiter psychiatriquement. Et là, le fameux EMDR trouve toute sa place, il est hautement efficace. Mais pas que. On a des méthodes en TCC, thérapie cognitivo-comportementale, classiques, qui marchent tout aussi bien. Okay? Mais là, il faut bien faire la différence. Et c'est souvent les PTSD qui posent problème. Maintenant, on a des troubles de la personnalité, par exemple borderline, qui vont avoir dans leur histoire beaucoup des épisodes traumatiques, mais qui vont se mélanger avec le trouble borderline. Donc, à la fois, on va traiter la personne avec des protocoles expérimentés et validés pour le trouble borderline, et à la fois, ou tantôt, traiter les traumatismes occasionnés par ces troubles. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, le trouble obsessionnel compulsif peut engendrer des traumatismes, c'est-à-dire que la personne a connu le décès de sa mère parce qu'elle arrivait à la maison et puis la mère était décédée, et puis c'est un élément traumatique qui a engendré par la suite le TOC, qui a surajouté au traumatisme. Donc on peut se trouver avec des traumatismes comme ça et qui vont être traités, mais le traumatisme qui a précipité le TOC n'est pas la cause du TOC. Là, c'est aussi un élément important et beaucoup de psychanalystes font la confusion là-dessus, c'est incroyable. Je sais pas si je répondais à la question. Et d'ailleurs, par rapport à ça, peut-être pas, mais c'est pas à moi à juger, mais justement, je vais re-questionner, peut-être que ça va permettre de peut-être de détailler un peu, Marco. Souvent, et puis ça fait lien avec un débat que j'ai eu récemment avec une personne qui fait des TCC en n'étant pas psychothérapeute, où il explique, lui, il dit que pour travailler sur un traumatisme ou sur un stress post-traumatique de manière générale, il faut qu'il y ait exposition. Est-ce que, selon toi, la TCC est basée en grande partie sur l'exposition, ou est-ce qu'il y a, ou est-ce que ça fait partie en tout cas des outils d'une TCC, mais est-ce que c'est obligatoire? Le problème, c'est qu'on devrait appeler cette technique autrement, plus savante. Le problème, c'est que le mot exposition donne aux gens l'impression qu'exposer, c'est facile. Okay? Or, les techniques en exposition en TCC sont complexes. Pourquoi? Parce qu'on doit toujours évaluer la capacité du patient à encaisser, et aussi quel type, graduel, immersive, progressive, etc. Okay? Donc, oui, c'est un outil important pour traiter les traumatismes, mais ce n'est pas le seul. La thérapie cognitivo-comportementale, c'est un pack avec beaucoup d'outils dont on connaît les indications, les limites et les contre-indications qui vont être adaptés aux patients. Quand on parle des protocoles thérapeutiques pour le patient en TCC, on parle d'un fil rouge et pas de quelque chose de rigide. Ça, c'est en science. Et d'ailleurs, quand on fait des recherches, on peut éliminer les candidats, mais en clinique, on peut pas. Donc, on va adapter selon le fil rouge par rapport au diagnostic posé, d'où l'importance du diagnostic. Un exemple simple, un patient arrive chez moi avec du TOC. Je fais un bilan qui va durer 3 jours et bingo, je sais pas si c'est le terme adéquat, mais il a du TDAH. On ne travaille pas sur le TOC en tant que le TDAH n'est pas stabilisé. Okay? Par conséquent, si je n'ai pas fait le diagnostic comme il faut et que je fonce tête baissée pour traiter le TOC, je mets le patient en échec, je ne réussis pas et en plus, je risque d'aggraver le cadre global du patient. Là, dans ces cas-là, l'exposition peut être justement contre-indiquée. Absolument, parce qu'il faut que le patient puisse faire. Moi, je dis toujours, l'exposition est applicable quand le terrain du patient est un terrain inconfortable.
Mais si le patient se trouve dans un terrain de souffrance, il faut lever le pied. C'est un peu ce que j'explique souvent je crois que tu étais là sur un des lives où on parlait d'exposition, justement. Je disais que on va pas essayer de faire entrer une piscine olympique dans un verre d'eau. C'est-à-dire que si la personne se sent, enfin, a la capacité d'accueillir, en tout cas, juste un verre d'eau, on va pas l'exposer. Enfin, je dis on, je m'implique pas dedans, mais on va pas exposer une personne à un traumatisme complet sans avoir la capacité d'avoir les outils nécessaires, on va dire psychologiques, pour affronter et pour en tout cas essayer de ne pas subir toute cette charge-là, parce que quelles sont les conséquences? Parce que je crois que même en psychanalyse, et je pense que ça peut être intéressant, ça fait peut-être lien avec la psychanalyse. Est-ce que c'est nécessaire d'aller amener un patient à l'exposition du passé en permanence? Par exemple, tu sais, souvent les psychanalystes ou beaucoup de coachs estiment que c'est important de comprendre d'où vient le problème pour le travailler. C'est comme si on disait à quelqu'un qui souffre d'Alzheimer, ben, en vous expliquant le mécanisme d'Alzheimer, vous guérirez. C'est un non-sens épistémologique, n'est-ce pas, celle qui est énorme. Ça n'a aucun sens. Comprendre pourquoi j'ai tombé dans un trou m'apprend en rien de comment je vais m'en sortir. Et encore faut-il que ma compréhension du comment j'ai tombé dans le trou soit correcte. Hein? Donc non, comprendre le passé, ça fait partie de l'anamnèse, évidemment, qui est importante. Le problème de l'anamnèse, c'est qu'à la fois, elle me donne beaucoup d'informations, mais à la fois, ces informations ne sont pas nécessairement les causes du problème qui est apporté. Ok? Donc, je prends l'exemple du TOC. 8 TOC sur 10 apparaît après un traumatisme. Mais le traumatisme n'est pas la cause du TOC, mais la baisse des ressources du patient qui fait que la vulnérabilité du TOC fait que le TOC apparaît. Voyez-vous? Donc, on peut confondre ce qui précipite avec la cause de la maladie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, je pense que du coup, ça fait lien avec la psychanalyse où justement, c'est typique de la psychanalyse d'essayer de comprendre d'où ça vient, d'essayer de comprendre la raison de pourquoi il y a ce genre de choses. Donc, je trouve que justement, ça revient sur le thème de la psychanalyse. Mais il y a deux problèmes épistémologiques, Nicolas. Le premier, c'est qu'il n'est pas sûr que les hypothèses émises après une anamnèse soient les bonnes. Et des deux, expliquer pourquoi, admettons que l'hypothèse soit bonne, mais expliquer pourquoi j'ai tombé dans le trou ne m'apprend pas comment je vais m'en sortir. Je suis d'accord. Non, mais je sais pas une reproche. Merci de ta remarque. Je la complète. Mais ce qui me... Après, c'est encore... l'être humain, en soi, il a toujours besoin de comprendre, de chercher un sens, pourquoi je suis là, pourquoi j'existe, etc. Est-ce que c'est bien? Du coup, c'est pas bien? On ne doit pas le faire? C'est pas ça, c'est que c'est bien. Le problème, c'est que la nature, cette chose que les gens adorent vivre naturellement, se moque cruellement de nos besoins. Je vous explique. Quelqu'un qui souffre de bipolarité, on va lui donner un lithium. Lithium va faire des miracles, va stabiliser la personne, en étant capable d'expliquer pourquoi ça marche. La nature ne laisse pas comprendre. Elle nous donne juste la solution. Ça marche, vous avez trouvé une bonne chose. Mais je ne vous laisse pas comprendre comment ça marche. Je fais une métaphore, ok? Donc on ne sait pas. Le dafalgan, on ne sait pas comment ça marche. Et pourtant, c'est un médicament qui marche et qu'on donne, mais on ne connaît pas le mécanisme explicatif. Donc, oui, c'est légitime de vouloir comprendre du pourquoi je suis là. Maintenant, il faut accepter, si on est scientifique, qui sont psy, qui doivent être scientifiques, disent, on connaît comment vous aider, dans le cas du TOC, on a des hypothèses explicatives, mais il y a des trucs qu'on ne comprend pas. Et c'est comme ça. Hein? Donc c'est naturel de vouloir comprendre, mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, c'est pas parce qu'on veut comprendre que la nature nous donnera ce qu'on veut. Comprendre, en gros, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. C'est ce que j'explique souvent, c'est une personne qui sait d'où ça vient, bah, tant mieux pour elle, en soi, c'est juste la cerise sur le gâteau, mais c'est pas l'objet d'un accompagnement. Mais t'empêcheras jamais quelqu'un qui veut chercher sa quête de sens d'aller chercher sa quête de sens. À travers plein d'outils, plein de choses. C'est maintenant comment, en fait, elles font pour pas tomber dans la dérive ou pas tomber dans l'emprise, c'est la question. Mais ça, ce que tu poses comme question, Mélanie, merci, c'est très important. Je crois qu'il faut séparer deux choses là-dedans qui sont parallèles.
la quête du sens dans l'existence et les thérapeutiques psychiatriques. La thérapeutique psychiatrique, soit médicamenteuse ou psychothérapeutique, elle est là pour enlever les obstacles qui nous empêchent de vivre, qu'ils soient dus à la bipolarité, qu'ils soient dus au l'autisme quand il y a des comorbidités, qu'ils soient dus au TOC. Ok, c'est ça notre but en tant que psychologue et psychiatre, c'est de faire une sorte que les gens puissent refonctionner, être compensants, ok, et arrêter de décompenser. Après quoi, ou les gens qu'on peut pas, et là on est dans la logique palliative, on peut rentrer dans une deuxième phase qui c'est pas nécessairement le boulot du psy pour moi, hein. Ce serait plus celui des éducateurs, des infirmiers, c'est lui de travailler la question du sens par la spiritualité, par des activités occupationnelles, les ergothérapeutes par exemple ont un rôle important là-dedans. À nouveau, travailler ensemble en santé mentale est primordial. C'est ça, donc en fait, c'est pas interdire à 100%, mais peut-être mieux l'encadrer, mieux responsabiliser aussi, mettre plus de professionnalisme, de déontologie et de responsabilité aussi derrière tout ça. Pour éviter le Absolument, danger et entraîner vers absolument. que les gens aient confiance que c'est professionnel, entre guillemets, qu'ils ne soient pas reconnus, soit Tu sais, Mélanie, encadrés. ici, on fait beaucoup de réseaux. Tu vois, j'ai un patient qui tout à coup, les choses sont un peu compliquées, de manière, par exemple, des patients qui ont des comorbidités importantes, avec des situations complètes de sa vie qui s'effondrent. On a des réseaux et tous les 3 mois, on se rencontre, psychologue, psychiatre, infirmier, chien, chat, petit poisson, tout le monde ensemble pour aider le patient. Okay? Et c'est ça qui est important, à mon sens. Et c'est là que là, on arrive sur une médecine holistique dans le sens global, finalement. C'est là qu'on arrive vers une médecine globale, une santé globale, prendre en charge la personne dans sa globalité. Et là, véritablement, dans son entièreté, avec tous ses... Je dirais même au-delà du terme qu'on utilise, c'est juste placer le patient au centre et on va voir ses besoins et on va se coordonner en fonction des besoins. Et sans se rendre compte, on est en train d'avancer main dans la main, comme à l'école. Mais encadré, en fait, dans un domaine beaucoup plus cadré, que ce soit vraiment géré. Et là, je rejoins que ce soit Nicolas et que je rejoins d'autres personnes, que ce soit encadré dans vraiment médicalement. Même si, parce qu'il y en a, quoi qu'il arrive, ils vont aller chercher ce sens et peut-être que c'est des fois peut-être un moyen de justement de sortir de tout ça. Et c'est important. Mais si c'est pas encadré, on en arrive un peu où on en est. Moi, j'ai envie d'utiliser, tu sais, juste pour être rassembleur avec tous les professionnels de la santé, c'est remplacer le mot médical par clinique. Parce que derrière le mot clinique, on peut mettre l'ergo, on peut mettre le physio, on peut mettre l'éducateur, hein, alors que médical, ça va être très restreint. Or, les besoins que les patients ont, c'est des besoins cliniques, sociaux, parfois institutionnels. Moi, j'ai un patient que je viens de placer en un foyer parce qu'il pouvait plus rester à la maison tout seul. Il fallait un éducateur 24 heures sur 24 avec lui. C'est une vraie collaboration et une transversalité dans les domaines d'activité. Mais est-ce que tout le monde serait prêt à faire ça aujourd'hui? Si on place le patient au centre, oui. Je crois que Roussel voulait parler. Ouais, je crois que Roussel voulait parler. Mais... Bonsoir mesdames, bonsoir Bonsoir, messieurs, j'espère que tout le monde va bien. Alors je vais essayer de me contenir parce qu'en dehors des entretiens épistémiques, quand je parle de psychanalyse, j'ai du mal à gérer mes émotions qui passent par-dessus la rationalité. Et je vais sortir ma fameuse phrase, chez Freud, il y avait du bon et du nouveau, tout ce qui était bon n'était pas nouveau, tout ce qui était nouveau n'était pas bon. Et Mélanie, tout à l'heure, tu te demandais comment on fait quand on va rencontrer un praticien pour la première fois, savoir si c'est un psychologue, un psychiatre ou un psychanalyste. Bah, tu sais, au moment où le charlatan te demande de payer en liquide, normalement, tu as un indicateur. Voilà. Et non, oui, pourquoi moi je suis très en colère contre la psychanalyse et certains praticiens professionnels, c'est à quel point ils peuvent avoir des effets néfastes dans certaines professions. Marco parlait d'équipes pluridisciplinaires. Dans certains secteurs d'activité, notamment le social, dans certains CMP, dans le judiciaire, dans l'accompagnement des équipes de travailleurs sociaux ou médicaux, parfois, on a des personnes qui sont vraiment d'obédience psychanalytique et qui, moi, en tout cas, j'ai été témoin, et un témoignage ne vaut strictement rien, donc ne m'écoutez pas, mais des dégâts produits. Voilà.
Et je vais paraphraser ce que dit Russell parce que je savais qu'il allait parler de CMP, notamment, mais oui. Le CMP, par exemple, est bourré de psychanalyse, qui a amené des retards de soins, qui a amené des retards de traitement, qui a amené des retards de diagnostic. Donc la psychanalyse n'est pas juste est-ce qu'on doit être pour ou contre. Elle a aujourd'hui une responsabilité sur le manque de prise en charge réelle de personnes. Moi, je parle dans la protection de l'enfance. Le nombre de personnes qui sont en CMP, qui sont d'orientation psychanalytique, par exemple des psychiatres, qui il y a un jeune, littéralement, le dépistage du TSA, enfin, limite, il n'y avait pas besoin de le faire, quoi. Il cochait absolument toutes les cases. On arrive au CMP et la personne nous dit non, je pense que c'est parce qu'il y a d'autres choses derrière, il doit y avoir des difficultés psychologiques, etc. Et du coup, je dis non, mais on a fait un test au préalable, un test pour dépister et après le rediriger vers vous. Et le psychiatre a dit je sais faire mon travail, je vous dis qu'il ne l'est pas. On a dû payer un psychiatre, du coup, qui n'est pas du CMP, et bizarrement, il a dit, littéralement comme nous, après, évidemment, un test. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais en tout cas, il y a eu les tests qui ont été faits, etc. Et le diagnostic a été posé, et oui, en effet, il l'était. Donc la psychanalyse fait du retard de soins, en fait. Et ça, c'est un vrai fait. Et Russell, merci de le dire. Oui, et puis le produit, en plus, se permet, dans nos professions, de produire des espèces de pseudo-diagnostics foireux qui peuvent être dramatiques, avec des fois des postures qui sont à la limite du pénal. Moi, j'ai été témoin de tellement de choses comme ça où on allait imputer une homosexualité refoulée auprès d'un gamin qui avait du rejet des homosexuels, des enfants, des jeunes filles qui ont eu malheureusement à subir des actes potentiellement graves de la part d'un membre de la famille, et on dit oui, mais la jeune fille n'est pas innocente aussi dans son comportement. Enfin, vous voyez, des choses comme ça, graves. Et le problème, c'est qu'ils font encore aujourd'hui force d'autorité. C'est des gens dans une équipe éducative, dans une régulation, une analyse des pratiques. Ils sont tout puissants. Et on peut pas remettre en cause, par exemple, le complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe pourrit encore les services de la protection de l'enfance, le service de l'éducation. Oui, mais c'est normal, c'est sa maman, le petit garçon a de l'amour. C'est hallucinant. En Mais là, 2026. pardon, Roussel, mais excusez-moi. Je comprends tout à fait ce que vous dites. Cependant, en fait, là, vous êtes en train de déterminer qu'il y a une problématique, mais c'est pas la problématique, finalement. La psychanalyse qui a influencé, c'est qu'il y a des secteurs d'activité qui se sont laissés influencer parce que la psychanalyse en France n'est pas reconnue. Si, alors ça, je suis pas Non, d'accord avec toi, c'est pas Mélanie. réglementé, c'est pas reconnu. En fait, pour être psychanalyste, tu vas payer une formation. Mais tu dis que la psychanalyse n'est pas reconnue, mais elle est quand même enseignée en fac. Donc ça veut dire qu'elle a la légitimité Attention, de la elle fac. est enseignée, c'est l'histoire de la psychanalyse. C'est Non, qui est mais l'histoire de enseignée. la c'est pas vrai. Attention, C'est c'est pas Non. pareil, on n'est pas sur la Alors, même chose. excuse-moi, je peux juste peut-être ajouter un élément là, parce que je discutais avec des collègues. La Ouais. situation de la psychanalyse en France, j'ai comme l'impression qu'elle est très étrange. Ceci dit, c'est vrai que si demain, au sens juridique du terme, si je mets quelqu'un en poursuite parce qu'il n'a pas payé mes factures en tant que psychanalyste, les chances que j'ai qu'il rembourse sont faibles du point de vue juridique. Or, à la fac, hélas, j'ai appris qu'il y a des facultés qui ont des masters en psychanalyse, Mais c'est pas déguisés en psychopathologie. Donc, tu vois rien, c'est psychopathologie, tu penches sur le contenu, je dis, mais c'est quoi cette connerie? Et voilà. Donc, il y a beaucoup de déguisements comme ça, bizarres, derrière, on trouve la psychanalyse, un peu comme dans les sectes, où j'ai dit, madame, venez, on va parler et tout, et puis doucement, Jésus apparaît, je sais pas quoi apparaît, ceci apparaît, et tu dis, mais attends, au départ, il voulait me vendre le bien-être, et je suis en train mettre des cierges et danser autour d'un cercle, tu Mais tu as la vois? même chose avec la méditation. À la fac de Toulouse, au Mirail, tu as des formations pour apprendre la méditation et c'est des psychologues, des maîtres, des professeurs en psycho qui Ah, t'apprennent la méditation. je suis désolé, mais c'est pas du tout la même chose, Mélanie, parce que là, par exemple, tu as un master en psychanalyse, en psychopathologie psychanalytique, Et où là, tu on as un t'explique. master en méditation.
Oui, mais Euh, je vais te dire les détails. T'as les études freudiennes qui t'expliquent que, par exemple, le développement de l'enfant, les phases anales, le stade phallique, etc., c'est des choses fiables. Bah, ça, c'est reconnu En en fait, France par la à un moment psychologie. donné, ça et fait partie de l'histoire. Il y a des choses qui font partie de l'histoire. C'est pas pour autant que c'est vrai, d'accord, c'est pas pour autant que c'est faux, c'est ce qui a construit des bases, une ok. histologie, etc. C'est pas une question de bien ou c'est pas bien. Oui, D'accord. mais comme C'est que, l'astrologie et Alors, voilà. s'il vous plaît, l'astronomie, Mélanie, excuse-moi, s'il vous plaît. comme l'astrologie. Ah, tu veux prendre la parole, Greg, vas-y. Ouais, j'aimerais bien. Parce que, à savoir si la psychanalyse est reconnue en France, le code APE pour la profession est le 311D. Et c'est une activité, c'est un domaine d'activité. Cependant, le diplôme, tu n'as pas un numéro RPPS comme le psychologue ou comme le psychiatre. Tu les as pas, ces numéros, quand tu es psychanalyste. Bah, en même temps, tu vas pas avoir un numéro qui correspond à un diplôme que tu n'as pas. Voilà. Et encore une fois, ce qu'il a dit, c'est très juste. 311D, c'est réservé aux psychologues, psychothérapeutes et psychanalystes. Oui, mais Donc, tu n'as si pas le c'est pas numéro bien reconnu. RPPS. Oui, mais ça n'empêche que, encore une fois, moi, je suis pas d'accord avec toi, Mélanie. C'est Tu pas dis une que question que tu es aujourd'hui, d'accord avec moi, c'est que tu n'as pas de numéro RPPS. C'est pas une question que tu sois d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi. oui, C'est un mais fait. Oui, mais justement, je vais t'apporter un autre fait qui va te prouver ce que je dis. C'est qu'encore une fois, tu parles de la méditation, sauf que le psychologue ne se dit pas d'orientation méditationnelle. Il se dit d'orientation TCC, d'orientation ceci ou cela. Aujourd'hui, en France, la psychologie d'orientation psychanalytique est reconnue comme vraie. Tu dis que ça fait partie de l'histoire, mais je t'assure que quand tu vas, Mais oui. ne serait-ce que sur TikTok, des doctorants qui te disent que par exemple quand tu te ronges trop les ongles, c'est parce que tu as une fixation dans le stade oral, Alors, c'est bien que c'est encore enseigné comme là, vrai. Alors, il y a encore. Nicolas, tu fais une confusion. Tu fais une confusion entre l'histoire et la mise en pratique de cette histoire. C'est pas pareil. Non, Moi, non, je en peux fait, apprendre Non, alors, l'histoire de je- Louis XIV. Attends, je termine ma phrase, s'il te plaît, Claudia. J'ai appris l'histoire de Louis XIV, mais c'est pas pour autant que je suis Louis XIV. J'ai juste appris l'histoire, Et de pourtant, comment elle est ça fonctionnait, enseignée. etc. Elle est enseignée comme une pratique vraie. Alors, il y a Non, effectivement, je rejoins, en fait, vous avez tous les deux raison, en fait. Effectivement, il y a encore, et là, je suis en train de le regarder, hein, je suis en train de vérifier, et quelles sont les universités qui l'enseignent comme pratique en cursus psychologique, et ceux qui l'enseignent comme histoire et, entre guillemets, comme une branche, mais sans, en fait, que tu vas pas l'appliquer en psychologie quelque part. Et donc, effectivement, oui, il y a la psychanalyse à enseigner à l'Université de France. Voilà. Non mais Claudia, au-delà de ça, et je te laisse la parole Marco juste après, promis, mais encore une fois, on dit que la psychanalyse est enseignée comme histoire, mais alors comment vous expliquez que dans les CMP où il y a des psychiatres qui sont médecins d'orientation psychanalytique refusent littéralement de poser des diagnostics d'enfants qui sont TSA parce que la psychanalyse leur dit que le TSA n'est pas un trouble du neurodéveloppemental, mais c'est un trouble qui est lié à la froideur de la mère. Non, Comment mais vous... je te rejoins là-dessus. Ça, on c'est est sur pas. un problème d'individu, en fait. Non, c'est On faux, est toujours Mélanie. sur un problème d'individu. C'est- Ça c'est n'empêche pas pas vrai. qu'un individu croit à des convictions personnelles. C'est ça le problème. Mélanie, c'est C'est faux. que la Parce science. que- Mais si, ne me dis Non, pas que c'est faux. Est-ce que je peux poser une petite question à Nicolas, très très vite fait? Excuse-moi, Marco. Nicolas, dis-moi. Est-ce que tu as entendu parler que dernièrement, la question du remboursement par la sécurité sociale de la psychanalyse était à l'Assemblée nationale? Bien Ça sûr. parle? Ok. Donc, est-ce que quelque chose qui n'est pas reconnu par l'État français pourrait être, comme ça l'est, hein, remboursé par la sécurité sociale? Mais on est 100% d'accord, Grégory. Ta question, elle montre bien. Je sais, Elle- mais c'était plus simple de te demander à toi. Oui, non, Il y a- mais bien sûr. C'est pas remboursé par la sécurité sociale. Si. Donc, en fait, Et c'est si pas. ça l'est. Si. Ça l'est. Ils sont en train, en tout cas, ils sont en train de le voir pour le dérembourser, en tout cas. Alors. Et ça a été, C'est ça a vrai que j'ai été pas rejeté. compris. Ça a été. Ça a été rejeté. D'accord. Ça a été rejeté parce qu'il y a quand même un sacré lobby en France de la psychanalyse. Et je reprends ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, elle est enseignée de façon ouverte dans certaines facultés de France et universités, et non pas que sur le versant historique, aussi sur le versant thérapeutique, mais surtout, elle est enseignée de façon cachée et déguisée dans bon nombre d'universités, enfin bon nombre, j'en sais rien, mais dans certaines universités, sous couvert de la psychoclinique. J'ai eu, moi,
j'ai embauché des personnes qui étaient psychologues cliniciens, et quand tu découvrais pendant la période d'essai que ces personnes-là utilisaient l'outillage, le jargon, le verbillage et l'idéologie de la psychanalyse, c'était pourtant des psychologues cliniciens. Vas-y Marco, pardon. Rien. Moi, je pense que la réflexion en santé mentale, je pense que c'est surtout ça qu'il faut faire. C'est aussi de se poser la question, qu'est-ce que c'est une psychothérapie? Qu'est-ce qu'est la psychothérapie? Parce qu'il y a un tabou autour de la psychothérapie. C'est quoi la psychothérapie? Est-ce qu'elle peut être scientifique? Si oui, est-ce qu'il y a des protocoles validés scientifiques par rapport à des pathologies? Quelle est son indication, sa limite, sa contre-indication? Hein? Et ça, oui, ça existe, mais ça reste tabou. Il suffit de voir le média, quand on parle des psychothérapies, que les films présentent l'intervention d'un psy, c'est du blablabla, c'est de parler des questions de distance. Or, moi, je reçois des patients qui sont en souffrance, mais vraiment un risque de S important. Je travaille en psychiatrie et puis j'ai un délai court pour que ces gens puissent respirer, puissent retourner à un système de compensation et arrêter de décompenser. Et pour ça, il faut des techniques validées scientifiquement qui permettent, dans les semaines qui suivent, j'ai 1 heure par semaine seulement pour faire ma magie, si vous me permettez l'expression provocatrice, hein, mais qu'il faut que ça marche. Il faut que quand je fais mes mesures de la prise en charge au début, il y a toute une batterie de tests à faire pour mettre en évidence la pathologie, la gravité, et que 6 mois après, 3 mois après, je refasse et que je puisse objectivement démontrer une amélioration. C'est ça la psychothérapie. Et pour le moment, par exemple, en France, on est psychologue au bout du bachelor, parce qu'au master, on est spécialiste. En Suisse, on est psychologue au bout du master. Quand on finit 5 ans et demi de fac, il y a 6 mois de stage à faire, on est psychologue uniquement. On est neuropsy avec un postgrade de 5 ans, on est psychothérapeute avec un postgrade de 5 ans, on est psychologue de l'enfance et adolescence avec un postgrade de 3 ans. Donc on est dans un modèle très proche celui de la médecine qui a résolu rapidement la question des compétences. Or, en France, encore une fois, on est neuropsy avec un bachelor de neuropsy. Je suis désolé, c'est un peu léger. Et encore une fois, pour revenir sur la psychanalyse, parce que, encore une fois, oui, en effet, la psychanalyse elle-même n'est pas reconnue, techniquement. Mais vu qu'elle est enseignée dans les facs, et puis vous dites que c'est une notion d'histoire. Sauf que aujourd'hui, cette histoire n'est pas enseignée comme historique, elle est enseignée comme vraie, elle est enseignée comme il faut faire comme ça. La preuve, Claudia était sur mon live la dernière fois, il y a une psychologue d'orientation psychanalytique, on était avec Marco qui parlait du TSA, où je lui ai demandé pour elle c'est quoi le TSA, elle a dit selon la psychanalyse, c'est ceci, c'est cela. Pourquoi? Et on dit pas que et justement, je ne ferai pas l'erreur de dire que c'est de la faute de cette praticienne, de cette psychologue. Cette psychologue a enseigné, on lui a enseigné que la psychanalyse était vraie. Alors, normalement, la psychologie est, quand tu es dans une fac de psychologie, normalement, tu es censé faire des veilles régulièrement, tu es censé te former régulièrement, tu es censé rester au courant, mais ça n'empêche que ces gens-là, quand ils sortent de fac, et c'est à juste titre, ils ont raison de penser ça. Quand tu as fait 5 ans d'études, tu peux te penser un minimum compétent et un minimum connaisseur. Donc ces gens qui sortent de fac en leur apprenant, et je vous assure, je vous jure que pour en avoir débattu avec des psychanalystes, des psychologues d'orientation psychanalytique, les phrases du style je me ronge les ongles, ça je garde cette phrase parce que pour moi c'est la plus comique et ça en dit long. Si je me ronge trop les ongles, c'est que je fais une fixation dans le stade oral. Non seulement je l'ai entendu en live, mais je l'ai entendu en tant que professionnel travailleur social avec des psychologues, des psychiatres qui disaient ce genre de choses. Un enfant qui mettait des serpents à la bouche, c'est un psychologue, on lui a dit qu'il a une fixation du stade phallique. Je vous ferai pas le plaisir d'expliquer ce que c'est, vous avez deviné. Et que donc du coup, parce que il a un stade phallique qui a été très fixé dessus, eh bien en fait maintenant il met des choses qui ressemblent à un phallus dans la bouche. Un psychologue. Donc c'est pas le psychologue, c'est l'enseignement qui est fait. La psychanalyse doit dégager des facs. C'est tout. Si tu me permets, Nicolas, rebondir à ce que tu dis, je crois qu'il y a cette question de psychanalyse puisque c'est le sujet que nous sommes là, mais je reviens, pardonnez-moi d'être insistant, sur la question de la santé mentale et des professionnels de la qualification.
Dans mon cabinet, je peux embaucher des psychologues, psychothérapeutes assistants. C'est-à-dire qu'ils ont fini la fac de psycho, ils sont inscrits dans une formation universitaire post-grade, en TCC de 5 ans. S'ils ne sont pas encore inscrits, je peux pas les embaucher. Et pendant ces 5 ans, ils sont à travail pour moi. Figurez-vous, quand je reçois les gens qui viennent finir la fac, ou même qui ont fini depuis 3 ans, mais ils connaissent rien. Ils ont plein de connaissances, plein de théories, mais ils n'ont pas eu ces 5 ans supplémentaires où on a mis la main dans la pâte et on a appris à travailler avec le patient psychiatrique. Hein. Donc là, ils commencent leur formation de 5 ans, tout comme un médecin qui finit la fac de médecine, donnez-leur un patient, mais ils vont... attendez, au secours. Mais quand ils ont fait leur postgrade, ben, ils sont beaucoup mieux équipés. Donc je crois que la santé mentale doit être prise comme quelque chose de sérieux, complexe et qui demande à ce que les professionnels soient mieux formés. Et évidemment, pas de psychanalyse. Non, mais on est complètement d'accord. Pour moi, c'est pas ça. En fait, le problème, il est. Peut-être que je me borne ou. Il n'y a pas de problème, hein, j'entends la critique. Pour moi, le problème, c'est toujours le problème de l'humain. Qui est derrière, en fait, la blouse ou qui est derrière le bureau, peu importe. C'est cet humain-là, cet individu-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui, on va dire, il est farci de certitude? À partir du moment où il est farci de certitude, de conviction personnelle, automatiquement, il va entraîner quelqu'un vers la dérive, même s'il a les meilleurs outils au monde. Parce qu'il va utiliser les outils en fonction de ce que lui pense, ce que lui croit. Il perd cette neutralité en définitive. Et donc, comme tu dis très justement, c'est pas le patient qui est au centre de... Mais moi, mon idéologie, ma croyance, toutes mes convictions personnelles. Je suis d'accord avec toi, Mélanie. Je dirais un truc suivant, tout en étant légèrement désaccord. Mais je suis d'accord à 95%. Je prends, allez, pour l'image, un exercice d'image, je sais que les épistémologues aiment bien ça. Si je prends le pire TCC que j'ai été donné de rencontrer. Par conséquent, il va appliquer les techniques TCC très maladroitement, très mal. Et puis, je prends le meilleur psychanalyste qui m'a été donné de rencontrer. Le pire TCC fera mieux que le meilleur psychanalyste. C'est ça le fait, c'est que même si quelqu'un est formé en TCC, mais il manque de motivation, comment dire, quelqu'un qui n'est pas motivé, etc., s'il est face à un patient, il aura les instruments pour être quand même, pour s'en sortir quand même. Peut-être pas autant brillant que moi, mais quand même. Tu vois? Le problème, c'est que quand ce même patient est dans les mains de quelqu'un qui a fait de l'astrologie, bah, ça va être compliqué. Tu vois? Et pareil, en médecine somatique, l'homéopathe. Hein? Tu prends quelqu'un qui a une infection à la gorge gravissime bactérienne et tu donnes un homéopathe qui va traiter avec ces gélules, bah, soit il aura une complication grave, soit il va M. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça peut-être qu'il faut remettre l'église au milieu du village et vraiment distinguer tout ça. Dire que voilà, là on est dans tel domaine, là on est dans tel domaine. J'ai un élément, moi, qui me paraît marquant que je voudrais vous apporter, et ensuite encore un témoignage personnel, si vous le voulez bien, bien sûr. Bien sûr. Depuis tout à l'heure, Marco et Nicolas parlent d'un domaine où souvent on travaille en pluridisciplinaire, on fait des régulations, on discute, il y a de l'échange, il y a de la documentation, et on va placer le patient au cœur de sa guérison ou de sa réussite. Là où la psychanalyse, dans sa pratique, va placer toujours, et peut-être que je me trompe, mais va placer toujours le patient au cœur de son échec. L'échec dans la psychanalyse, ce n'est jamais le praticien, c'est toujours le patient. Petite anecdote, ma belle-sœur, qui est psychologue depuis belle levrette, a voulu passer l'équivalence psychothérapeute, puisqu'en France, depuis quelques années, alors je ne sais pas qui fait du bruit, je crois que c'est toi, Claudia, ton micro est ouvert, ça fait du bruit. Donc, depuis quelques années maintenant en France, si un psychologue veut se voir attribuer le diplôme de psychothérapeute, soit il reprend un petit cursus, soit il fait une validation d'acquis. Ma belle-sœur a fait sa première validation d'acquis, quand elle a défendu son mémoire, elle s'est fait bouler parce qu'elle a remis en cause les concepts psychanalytiques. Elle a été obligée, quand elle l'a repassé, de mentir, de travestir sa pensée pour pouvoir avoir ce satané bout de papier. On en est là encore en France. C'est ça que je dénonce aussi.
Et pour Donc, c'est vrai que paraphraser ce que dit Russell, encore une fois, parce que tu dis, Mélanie, qu'il faut dissocier la pratique de l'humain. Mais quand tous ces humains ont la même grille, ont le même fonctionnement, comme par exemple un psychologue d'orientation TCC. Un psychologue d'orientation TCC va se baser sur la science et normalement, entre deux psychologues d'orientation TCC, évidemment qu'ils ont une sensibilité différente, mais ça n'empêche que le discours est le même. À partir du moment où l'orientation psychanalytique a exactement le même discours en permanence, c'est pas l'humain qui a rejeté, c'est la pratique. c'est-à-dire que, en fait, c'est ce que je disais plus tôt, c'est une question d'idéologie, de certitude personnelle et de conviction personnelle. C'est en fait, est-ce que je viens personnellement, comme on disait au début du live, je ne sais pas si vous étiez là, mais comme disait Marco, en fait, l'essentiel, c'est l'humain, c'est l'être humain, la personne que l'on a en face. Si moi, je viens pétri de mes certitudes, de mes convictions personnelles, finalement, je n'ai rien à carrer de ce que la personne me dit en face, ni de sa problématique, etc., etc. Finalement, moi, je ne vais que là pour finalement, lui bourrer le crâne, pour parler vulgairement, pour le bourrer le crâne d'ineptie, de croyance, de spiritualité, ou je ne sais quel autre délire. C'est ça le problème. Et dans la fac, que ce soit la fac ou partout ailleurs, en fait, il y a aussi des idéologies qui peuvent être très délétères. Toutefois, Mélanie, la possibilité va créer le problème. Je prends en parallèle les ergothérapeutes. Hein, il y a le mot thérapeute. Ce sont des thérapeutes, les ergothérapeutes. Cependant, si nous décidons de faire ergothérapie, il n'y a pas option 3, 4, 5. C'est l'ergothérapie. Et à la fin, tu as un travail dont on ne te laissera pas improviser. C'est-à-dire, il n'existe pas de psychanalyse en ergothérapie. Il n'existe pas de psychanalyse en physiothérapie. Il n'existe pas de psychanalyse même à quelque part en éducation spécialisée. Quand bien même il y en a un peu. Hein? Mais ce qui est incroyable, c'est que si on crée la possibilité aux psychologues et les psychiatres de se former, de pouvoir travailler, si on donne la possibilité, ben on va créer le problème. Tu vois, et c'est là le problème, c'est que si je suis moi en tant que psychologue ou psychiatre, j'ai envie de faire la psychanalyse, mais il y a des facs qui me forment, personne va m'interdire de l'exercer, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Donc, cette possibilité va créer le problème. Si demain, et ce serait l'avenir, hein, on a une seule formation en psychothérapie scientifique, ok, à ce moment, la TCC n'existerait plus parce que la TCC existe par effet des ricochets. Parce que si on était tous scientifiques en psychothérapie, on n'appellerait pas TCC. On n'a pas besoin. Parce qu'on ferait tous à peu près la même chose. On raisonnerait comme un ergo raisonne, comme un neurologue raisonne. Si on va chez un neurologue en France, en Suisse, au Brésil, aux États-Unis, au Japon, la différence est petite. Mais si on va chez un psychologue, un psychiatre, dans la rue A et ensuite dans la rue B, waouh! Mais tu prends les psychologues, rien que déjà l'organisation en France, il y a je sais pas combien de syndicats en fait qui gèrent les psychologues. En fait, suivant mes convictions, suivant mes appétences, je vais préférer aller dans ce syndicat plutôt que dans un autre. Il n'y a même pas un ordre vraiment établi, institutionnel, comme l'ordre des médecins, disons, où là il y a pas une question d'obédience ou de préférence ou de conviction, machin. C'est ça le problème. C'est que, en fait, pour moi, c'est une question de structure. On est plutôt sur quelque chose de structurel. Et non pas comment dire? Ce que tu appelles les structurels, moi j'appelle systémique. Ou Tu vois? systémique, oui, oui, voilà, oui. Ouais. Oui, de l'organisation, de la structure. Oui, et après, c'est aussi une question de mentalité. Est-ce qu'il y a une volonté derrière? C'est tout plein de choses qui doivent rentrer en ligne de compte aussi. C'est ça. C'est aussi faire prendre conscience aux gens, aux personnes, c'est pour ça qu'on a fait ce live aujourd'hui, c'est faire prendre conscience aux gens, permettre de comprendre aussi les distinctions. Alors, oui, je me fais l'avocat du diable, mais il en faut un parce qu'il n'y a pas de contradictoire ce soir. Donc, c'est aussi pour faire comprendre ce qui est bien,
Les gens, comment ils peuvent se positionner, qu'est-ce qu'ils doivent s'approprier aussi. C'est à eux aussi de faire le tri de ce qui leur convient, de ce qui ne leur convient pas, mais en conscience et en connaissance de cause. Et merci Marco encore pour ça. Vois-tu, Mélanie, je trouve, enfin, entre guillemets, triste, hein, parce que si nous avions ouvert ce live pour débattre sur l'existence de Dieu, sur l'effet des religions fondamentalistes, probablement le compteur voisinerait à 300. On parle de santé mentale. Malheureusement, pour une question que je comprends pas, je fais une hypothèse comme ça, ça attire pas autant, hein. Mais peut-être ça changera demain. Il faut bien commencer à parler pour que les gens prennent conscience de la problématique que nous vivons et qu'il faut réellement traiter cette question de santé mentale sérieusement. Le problème dans la santé mentale aujourd'hui, ça va être toutes ces formations qui se disent qui se disent sérieuses, alors que les 3/4 c'est un acte de signature, c'est-à-dire j'ai un papier avec la signature comme quoi j'ai fait acte de présence, qui n'ont aucune valeur ni au niveau certificat, au niveau emploi, peu importe, elles n'ont aucune valeur, c'est juste un petit papier où j'ai participé à cette formation-là. Et il y a une multiplicité de ces formations, c'est-à-dire que moi, je vais être formée à un truc et je vais former quelqu'un à la même chose que moi j'ai formé. À la limite, je vais mettre un peu ma spécificité pour faire un peu différent, pour pas dire que je vends ce qu'on m'a formé, la chose sur laquelle on m'a formé, etc. Et aujourd'hui, en fait, tu vas avoir une multiplicité de coachs, de personnes coach intuitif, coach en développement personnel, coach machin, coach truc. En fait, c'est tout ce brouhaha. Comment les gens font pour se reconnaître? Comment les gens font pour... Absolument. C'est ça. J'ai même vu une annonce où le comment on appelle, psychopraticien disait, je suis formé en hypnose, je suis formé en psychanalyse, je suis formé en TCC, je suis formé... Et je dis, mais il a combien de vies ce mec? Il faut 5 ans pour former un psychothérapeute en TCC et lui, il est formé en tout ça. Donc, on fait un bricolage comme si les approches thérapeutiques étaient équivalentes. Voilà une grosse erreur. Pendant des décennies, les psychanalystes ont dit que la TCC ne marchait pas, l'approche scientifique, parce qu'elle traitait que les symptômes. Donc, elle traitait pas le fond. Et puis, depuis qu'elle a sorti pas mal des rapports en validant la psychanalyse, c'est un psychanalyste lausannois qui a introduit ça. Il a fait une recherche, mais une recherche très mal faite. Ça tient pas du point de vue scientifique. Qu'importe. Au moins, c'est un psychiatre, donc il y a une validité. Et depuis, sûrement vous avez entendu parler, ce qui importe, c'est pas la technique, c'est le thérapeute. Maintenant, la psychanalyse se cache là derrière. En d'autres termes, ils ont changé leur discours, leur fusil d'épaule, et aujourd'hui, le discours est TCC et psychanalyse, c'est la même chose. C'est le thérapeute qui fait la différence. Ce qui est totalement faux. Et d'ailleurs, pour info, il y a une nouvelle branche qui s'est créée dans la psychanalyse. Ça s'appelle la neuropsychanalyse. Donc la neuropsychanalyse, c'est un petit joyau, hein. C'est du concordisme pur et dur, c'est-à-dire que je reprends les lectures de la psychanalyse et j'essaye de coller ça comme je peux à la neuropsy qu'on a aujourd'hui, aux neurosciences. Et puis on essaie de faire en sorte que ça et ça et ça, et puis peut-être ça fonctionne, mais ça marche pas comme ça. Et il y a Marco, il y a Vinzo qui te pose une question depuis tout à l'heure, alors je vais te la lire. Marco, c'est ton évolution personnelle et ta passion du métier qui t'a rendu meilleur, vrai ou pas? Alors, je vais essayer de répondre simplement. Je n'ai pas eu le choix. J'ai mis le pied à la fac, ils m'ont dit tais-toi, il va jusqu'au bout. Quand j'ai fini la fac, j'ai dit tiens, je vais pouvoir choisir, j'ai choisi ma formation postgrad. Ils m'ont dit toujours tais-toi et suis jusqu'au bout. Donc, voilà, je suis devenu un psychologue, psychothérapeute TCC. Ils m'ont pas laissé le choix et je leur remercie. Je voulais qu'on revienne Et sur la question avait un point particulier où il te demandait si ce qui t'avait rendu meilleur. J'ai demandé de préciser meilleur. Il m'a précisé donc dans son analyse et son approche. Je me suis permis une réponse où je lui ai simplement répondu que les points qui te permettaient d'être meilleur sont l'honnêteté et l'humilité intellectuelle. Et j'ajoute à ça, merci beaucoup, mais j'ajoute à ça le patient. Parce que, écoutez bien, quand un patient arrive et qui dit « Docteur, vous m'avez sauvé la vie, merci », c'est pas parole en l'air.
Hein? Quand la personne dit, vous m'avez sauvé la vie parce que j'avais décidé de me donner M, et qu'il retourne à vivre sa vie, il est autonome, il peut fonctionner au bout de 3, 4 mois. C'est pas 10 ans de thérapie qu'on sait pas le résultat et en plus après, je sais pas si vous avez remarqué en côtoyant des patients de psychanalystes, ils deviennent psychanalystes eux-mêmes. C'est une sorte de verbiage qui part dans tous les sens. C'est préoccupant. Sans compter le taux des S chez les psychanalystes qui est très élevé, mais aucune autorité de santé, ça a l'air de leur préoccuper ça. Après, les troubles mentaux, mais la santé mentale, c'est quelque chose qui est invisible, contrairement à la santé physique, où là, on le voit de suite. C'est-à-dire que ça peut... c'est pour ça qu'aussi, ce sont un Alors, domaine qui a Mel, très... sur le live il coupe, j'ai été signalée et je crois qu'il reste 6 minutes et après je suis bannie de live. Oh. Oui. Pourquoi Je sais pas. C'est quoi le motif du signalement, s'il te plaît, Claudia? Suicide, machin, etc. Voilà. Conteste tout de suite. Conteste. Je suis en train de le faire. Et te demande le pourquoi tu mets autre. D'accord. Voilà pourquoi on peut pas parler de santé mentale, finalement. Ben, faut faire attention, je fais attention, peut-être que j'ai Eh dit ouais. un peu trop Non, non, l'OS, tout le monde, non. sans me rendre compte. Non, mais même là, il y avait aucun... justement, c'était Non. pour prévenir ça. Et c'est-à-dire Ouais, non, que mais- maintenant, même un live de prévention, Mélanie, c'est compliqué. si vous faites des lives, les mots, le robot TikTok est incroyablement sensible et il faut inventer des mots. Par exemple, tu dis pragmatiser au lieu de se faire ôter la tête. Tu dis que c'est Se soi. faire miauler. Ouais, tu dis miauler, tu dis s'auto-ôter la vie, tu vois, par exemple, plutôt que d'utiliser le terme Il y a normal. en personne fait. qui l'a employé en plus, c'est ça qui Alors, était... par contre, effectivement, aucun mot interdit n'a été prononcé, Ouais. sinon j'aurais réagi direct. Ouais. Comme d'hab. En Moi, tout j'ai cas, fait la fais attention, contestation, vous dites S, Le M. S, Greg, Le il a, S, il a- il a été employé, le S. Le S, S chez les psys. Ah, Russell, tu avais réagi en bas et j'ai trouvé très intéressant. Veux-tu développer un peu? Alors, tu sais, à cette heure-là, déjà que j'ai pas beaucoup de mémoire à cause des coups que j'ai pris dans la tête. Si tu peux me rappeler, ça m'arrangerait, s'il te plaît. Pavlov. Pardon? Pavlovien. Ah oui, c'est vrai que moi j'ai été confronté à quand la TCC est arrivée dans le domaine, parce que moi en plus j'ai des enfants qui sont touchés par la maladie mentale. J'ai eu des psychanalystes qui m'ont dit non mais surtout pas, ça c'est pas de la thérapie, on n'aborde que les symptômes, on dresse les patients, c'est du réflexe pavlovien, on ne va pas dans la profondeur des choses. Ce à quoi je leur répondais, mais quand des gens me disent qu'ils ont 20 ans de canapé, jusqu'où tu vas creuser en termes de profondeur, tu vois? C'est exactement ça, oui. Voilà. Il y aurait d'autres questions ou Alors, on enchaîne? Alors, pour ceux qui veulent, parce qu'il y a des personnes qui posent la question, comment, j'ai vu, ça vient de me revenir, comment trouver un bon psy? Parce que malheureusement, aujourd'hui, et même ça, en France, je crois que des fois, dans d'autres pays, on peut éventuellement comment trouver un bon psy pour ma problématique. Mais le problème, c'est qu'en France, c'est au-delà de trouver un bon psy selon ma compétence, Alors, c'est trouver un bon psy compétent. précise, s'il te plaît. Excuse-moi, Nicolas, je te coupe 2 secondes. Psy, qu'est-ce que tu entends par psy? Alors, je peux Psychologue. juste répondre rapidement à ça, Nicolas, parce que je pense que pour la France, il y a une solution. Si vous avez une impression de souffrir de TSA ou que sais-je le problème, adressez-vous aux associations. Normalement, en France, par exemple, la FTCC, vous avez toute la liste des psychologues et psychiatres dûment formés en TCC, avec les disponibilités, etc. C'est pas évident parce que souvent les gens, mes collègues sont remplis en France, mais passez par les associations. Vous avez un TOC, allez dans l'association française des TOC. Et puis, ils vont me donner le nom des gens. C'est la meilleure manière d'éviter, parce que souvent les associations sont très rigoureuses. S'il y a un guignol qui apparaît sans qualification, ils vous envoient balader immédiatement. Et pour info, sur Doctolib, si vous voulez éventuellement trouver sur Doctolib, vérifiez plusieurs choses. Alors, à chaque fois que je fais ce travail avec les gens, on vérifie déjà si c'est d'orientation psychanalytique, parce qu'ils le disent, hein, ils disent généralement,
psychologue d'orientation analytique. Donc ça, c'est à fuir, évidemment. Et s'il n'y a pas orientation psychanalytique ou orientation analytique, observez le cursus. C'est-à-dire que oui, ça n'a pas marché, mais parce que Nono, enfin, on en reparlera, mais je pense que là, lui, c'est qu'il a voulu essayer, il a voulu faire un petit peu à sa sauce, etc. Bon, bah voilà. Mais en tout cas, il faut vérifier aussi le cursus qui est fait. Malheureusement, la majorité des psychologues en France, une fois qu'ils ont leur diplôme, regardez sur Doctolib le nombre de personnes qui ont fait des formations par la suite. Il y en a très peu. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Si vous voulez, par exemple, vous faire dépister un TSA, bah, favorisez quelqu'un qui, par exemple, a travaillé, par exemple, dans une structure, qui a accompagné des enfants TSA, ou des adultes, peu importe, ou voilà. Mais dans la formation aussi, est-ce qu'il a été formé là-dedans? Normalement, sur Doctolib, tout est mentionné, en fait. Et plus le CV est rempli dans la direction que vous cherchez, plus c'est pertinent. Mais forcément, ceux-là sont plus chers. Voilà. Alors, s'il y a d'autres des questions, bon, ça n'a pas été approuvé, ma contestation. Voilà. Oui, excusez-moi, parce qu'il y a Louisa, salut Mona d'ailleurs, qui dit il faut choisir un psychologue clinicien. Mais que ce soit un psychologue clinicien ou un psychiatre, parfois ce n'est pas clairement annoncé. À titre d'exemple, quand je rigolais qu'à moitié tout à l'heure, hein, quand j'ai dit quand on vous demande de payer en liquide à la fin, quand un psychiatre vous demande de payer en liquide à la fin et qu'il préfère attendre la séance d'après pour que vous lui régliez deux séances en liquide, déjà c'est un mauvais indicateur. Et pour l'avoir pas moi vécu, mais quelqu'un de très proche en phase de dépression bien chargée, est obligé de changer de praticien parce que le psychiatre est décédé malheureusement. J'aurais pas dû dire le mot, flûte, et que la personne arrive et que le psychiatre... Non, désolé. Et que le psychiatre dit dès la première séance, Madame, avec moi, vous allez arrêter tous vos cachets, on va soigner par la parole. Heureusement, cette personne est partie en fuyant. Et le praticien, psychiatre, hein, là, quand même, brocardé. Mais madame, qu'est-ce qui vous fait dire que vous ne voulez plus travailler avec moi? Si vous revenez, je ne vous prendrai pas. Il y a des indicateurs aussi. Il faut être vigilant. Voilà. Absolument. Absolument. Et méfiez-vous du mot clinicien parce qu'historiquement, souvent, on cache psychanalyste. Normalement, demandez si la personne a une formation post-grade en psychothérapie, thérapie cognitivo-comportementale. Et c'est tout. Si elle l'a, elle va vous montrer le diplôme et c'est vite réglé. Ça peut être un peu gênant, mais pour le moment en France, vous n'avez pas 36 000 solutions. Et si, c'est différent. Sur Doctolib, normalement, ils sont censés montrer les diplômes. Alors, vous avez en plus, du même par chez moi, c'est particulier, mais c'est vraiment, vous avez psychologue, du même psychologue avec une formation en psychologie, il va vous donner tous ces diplômes, plus chaman. Voilà, vous avez ça. Psychologue plus énergéticien. Chez moi, ils sont magiques. Hein. Donc, en fait, les psychologues, ça veut rien dire. Excusez-moi, il y a Nono qui pose une question à laquelle je serais tenté de répondre, mais je suis vraiment pas sûr d'avoir la bonne réponse. Nono demande pourquoi les psychanalystes se font payer en liquide. Si quelqu'un a la vraie réponse, ça serait intéressant. Sinon, mais c'est pour faire du plaque. C'est tout simplement. Non. Non, théoriquement, ils ont une raison pour ça. Alors, est-ce valable ou pas? J'ai entendu dire, c'est que ça part du principe que le patient soit responsable de sa thérapie. Donc, c'est payé sur le moment en liquide, comme ça, il n'y a pas risque de non-paiement ou quoi que ce soit, et il assume sa thérapie. C'est bien joli, ça a l'air de tenir la route. Le problème, c'est que mes patients à moi sont parfois au chômage, un divorce, sont diminués, ne tiennent même pas debout. Si je vais encore demander cet effort-là, ça fait bizarre. Donc non, je fais partie du système de santé en Suisse. Et nous sommes là pour soigner les gens et faire une sorte que leur décompensation s'arrête et diminue le plus rapidement possible. Et alors qu'on sait qu'aujourd'hui, en 2026, même les péripapéticiennes prennent la carte bleue, comme quoi, si on veut, on peut. On va, en tout cas, merci, en tout cas, Marco, d'avoir accepté ce live de cette forme-là, même si c'était pas comme ça qu'on l'avait vu au départ. Voilà. Et voilà, merci à tous, à Roussel, Mélanie, qui est toujours très pertinente dans ces questions. Voilà.
n'hésitez pas. Ce qui concerne, en tout cas, merci beaucoup de votre confiance. Merci de cet échange. Il faudrait faire encore et encore parce que c'est comme ça que les gens comprennent et réalisent la problématique et peut-être les choses changent. Merci Russell et j'ai Guimarães en tête qui me bloque ton prénom. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien. Merci à tous. Merci à vous, et merci Marco, et merci Claudia et Mélanie, et des bisous sur la fesse gauche à mon Gibbs. Bon, ça c'est votre truc. Hein. Soit, merci tout le monde. Et puis ceux qui jusqu'à 0h48 ont eu l'intérêt pour le sujet, eh bien merci à vous. Bien, merci pour votre participation, merci pour votre accueil, merci pour votre engagement, votre intelligence aussi et vos argumentations. Merci d'avoir été présent. Merci pour tout, en tout cas, c'était super intéressant. J'espère que ça vous a, notamment les personnes qui sont sur le chat, d'avoir pu faire la distinction entre psychanalyse et psychologie et que d'être méfiant, d'être vigilant et voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on en refasse un autre, pourquoi pas, ce serait vraiment avec plaisir. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Bye bye, ciao. Bonne nuit. Bonne nuit, ciao.